Les experts Europe 1. Les experts Europe 1, 14h, 15h30. Elena Morna. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Olivia. Bonjour Elena. Soyez les bienvenus chez les experts Europe 1, l'émission radio qui facilite votre quotidien. Aujourd'hui lundi, c'est la libre antenne et nous parlons jardin, terrasse, balcon, le tout fleuri s'il vous plaît. Fleuri ? On aurait adoré. Oui, mais voilà. Nos lilas à peine éclos sont devenus lourds et marronasses à cause des pluies qui balayent le pays depuis des semaines. Pareil pour beaucoup d'autres plantes et arbustes, fragilisés en plus par cette vague de fraîcheur qui a eu raison de certaines de nos plantations, parfois aussi de notre morale. Pour autant, tout est-il vraiment foutu ? Pas si sûr, vous diront les experts qui sont là pour rattraper les ratés et optimiser vos prochaines récoltes. Nous ferons aussi le point sur les menus travaux des jardiniers, du bord de fenêtre au potager, quels sont les bons gestes du mois de juin. Vous saurez tout d'ici 15h30 et vous avez surtout l'opportunité d'être conseillé en direct par nos experts jardiniers. Comment entretenir son jardin en juin ? Comment sauver vos plantations noyées après les pluies incessantes ? Vous avez besoin de conseils pour semer, planter ou soigner naturellement vos fleurs, vos arbres ou arbustes. Elena Morna et les experts Europe 1 attendent vos questions au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. C'est le moment de protéger vos fleurs et arbres fruitiers des prédateurs printaniers. Il est temps aussi de préparer les récoltes et bouquets d'été, voire d'automne. Et puis c'est surtout la fête aux hortensias dans le mensuel Mon Jardin et ma Maison, notre partenaire. Et la plus belle des hortenses, la Miss Diftin, nous rejoindra d'ici un petit quart d'heure. Rendez-vous aussi avec Roland Pérez pour ses anecdotes du tribunal. Des jardins et des jardinières fleuries plus un moral au beau fixe, c'est maintenant sur Europe 1. Les experts Europe 1. Elena Morna. Et pour retrouver la main verte, je suis entourée de nos deux experts jardiniers. Caroline Génaud, rédactrice en chef de Mon Jardin, ma Maison, notre partenaire. Bonjour Caroline. Bonjour Elena, bonjour à tous. Avec nous également Pierre Nesman, paysagiste, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Mon Jardin Zen, paru aux éditions La Martinière. Bonjour Pierre. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Elena. Moi aussi, j'aime toujours vous retrouver, sauf que là, j'ai des choses à vous dire, ça va pas du tout. Oui. Bon, alors Caroline, justement, j'ai un petit problème. Dites-nous, ça va bien se passer. Quand j'ai ouvert mon exemplaire de Mon Jardin et ma Maison du mois de juin, je suis allée directement à la page des conseils du mois. Et que nous dites-vous ? Mieux vaut que juin soit sec, parce que c'est un mois d'activité intense. Bien voilà, tous les espoirs sont permis. Le problème, nous ne c'est sommes que fin mai devait être aussi sec et que juin ne s'annonce pas génial. Alors certes, il paraît qu'on a un petit répit aujourd'hui. Mais on se plaint toujours. Alors soit c'est trop sec, soit c'est trop mouillé, soit il y a trop de vent. Mais Laurent Cabrol nous annonce que de la pluie, du mouillé et du tout gris en clair jusqu'à la fin de la semaine. On fait quoi ? On pleure ? Ah non, surtout pas. Surtout pas. Le jardinier ne baisse jamais les bras. Ah, d'accord. Non, ce qu'il faut faire, c'est être patient, bien évidemment. Surtout regarder pour les plantes qui souffrent d'un excès d'humidité. Quand elles sont en terre, on peut pas faire grand chose. C'est pas le moment de drainer. Il y a pas. Quand elles sont en pot, et ça c'est quand même important, c'est de dire attention quand ça stagne sous la soucoupe, dans la soucoupe. Il faut évacuer. Au maximum de soulager les plantes qui sont en pot, de manière à ce que l'eau ne stagne pas, parce qu'elles sont déjà détrempées, quitte même à les mettre sur cale vos jardinières, de manière à ce que l'eau s'écoule par les petits trous. Ça, c'est une chose. Au niveau des températures, je peux pas vous dire plus. Certains petits matins sont frais. Chez moi, ce matin, il faisait 2 degrés. Oui, mais alors, du coup, on revoile, on reprotège. Le gel, on n'en parle plus. Enfin, sauf vraiment, le gel, c'est fini, sauf exception. Montagnard. On va effectivement utiliser des protections en voile ou en plastique pour essayer de garder un microclimat et de créer un microclimat un peu chaud, notamment au niveau du potager, sur des jeunes semis, les jeunes plants, les tomates. Il y a des sortes de capuchons en plastique qu'on peut mettre effectivement. Les tomates, quand même, n'apprécient pas trop en ce moment. Elles ont un peu froid, on va dire. Voilà. L'avantage, c'est que même les limaces ne sortent pas. J'ai l'impression que chez moi, elles sont aussi en train de se dire, bon, oh là là, parce que moi, c'est un peu frais. Non, vous avez des limaces. Parce que moi, alors, et vous en parlez d'ailleurs dans Mon Jardin, ma Maison, avec la pluie, c'est quand même un petit peu la fête aux limaces. Mais et elles sont partout. Moi, je les vois, les limaces. Bon. Comment on peut les chasser, en tous les cas, pour protéger nos fleurs de façon naturelle ? Il y a plein de petites astuces. Alors ça marche pas. Il y a la cendre, on parle d'un cordon de cendre autour des plants. La cendre a cette faculté de dessécher la bave justement de la limace quand elle circule, donc la limace ne s'approche pas.
Sauf si la cendre est délitée par la pluie. Alors, coquille d'œuf aussi, des petites coquilles d'œuf, parce que c'est abrasif, c'est agressif, c'est incisif. Un petit fil de cuivre. Il faut quand même manger beaucoup d'œufs pour broyer les coquilles et les faire de manière à faire un petit obstacle autour des plantes fragiles. Non mais là, j'entends déjà les auditeurs qui vont nous dire hop, le cholestérol, quoi. Et le petit fil de cuivre aussi, le petit fil de cuivre. Il y a une petite décharge, elles aiment pas. Là, on peut mettre un petit fil de cuivre autour des plants. Alors évidemment, c'est très limité. Puis le fameux bar à bière. Ah oui. À consommer avec beaucoup de modération. Il faut les saouler. Et oui, le bar à bière qui est très apprécié des limaces. Il ne faut pas diluer la bière dans l'eau parce qu'elle est moins efficace quand même. Le whisky, elle préfère la bière vraiment. Elle préfère la bière, c'est la bière qui a une odeur particulière qui les attire. Ouais. Alors j'ai aussi remarqué que vous ouvrez ce numéro et j'aimerais juste qu'on en parle un petit moment, ce numéro de Mon Jardin et ma Maison sur la manifestation Jardin, donc jardin au pluriel, jardin au singulier, qui met en avant donc l'architecture verte. Parlez-nous de cette manifestation qui invite justement, là particulièrement cette année, la nature dans nos villes. Quels sont les grands rendez-vous? Je crois qu'au Jardin du Tuileries, il y a d'abord une céramiste qui expose justement parce que le jardin, quand il est petit et qu'il est en ville, a besoin d'animation. Le jardin à la campagne également, mais sans doute moins. C'est une manifestation qui a lieu, donc qui commence jeudi jusqu'à la fin de la semaine à Paris, donc dans les magnifiques jardins des Tuileries. Alors si vous montez à Paris ou si vous descendez à Paris à cette occasion, c'est vraiment le moment d'y aller, quoi. Tout à fait, parce que c'est vraiment la mise en scène de petits jardins urbains. Chacun peut s'approprier une idée, au moins une bonne idée à piquer, et c'est l'occasion de travailler ce qu'on appelle maintenant la nature urbaine, c'est-à-dire vraiment la manière d'intégrer en ville des éléments du paysage, du jardin. C'est tout l'art du paysagiste, mais c'est aussi une autre façon de voir la ville. Alors les Tuileries, je dis à ceux qui connaissent pas, c'est précisément entre le Louvre et Concorde. Il y a une station de métro, c'est vraiment Concorde, et tout de suite à droite en entrant, sous les marronniers, il y a cet événement jardin, effectivement. Et la météo est assez favorable, je veux dire, pour la fin de semaine. Ça pourrait aller pas mal. Il paraît que ça redevient pas mal en fin de semaine, mais que demain après-demain, c'est tout mouillé. Alors là, c'est pour les paysagistes qui vont monter les jardins que ça va être un petit peu différent. Et pour ceux qui auraient envie de s'abriter, alors là, on est moins dans la nature urbaine, mais on est plus dans le côté très spectaculaire des jardins. Il y a une autre manifestation aux mêmes dates au Grand Palais. D'accord. Qui s'appelle l'art du jardin. C'est juste à côté, donc on peut vraiment se faire une balade à pied et coupler les deux activités. Parce que partout en France, sur ce premier grand week-end de juin, ce sont les rendez-vous au jardin, avec les jardins au pluriel. Il y a vraiment énormément de jardins qui ouvrent leurs portes, des jardins publics, des jardins privés. C'est la fête des jardins, juin et le mois des jardins. Et puis là, je reviens de Blois, avec juste à côté Chaumont-sur-Loire. Et alors là, il faut y aller, quoi. C'est aussi chaque fois, c'est une aventure. Alors, ne vous précipitez pas ce week-end parce que les jardins sont encore un petit peu hésitants, on va dire. Et ça dure jusqu'au mi-octobre. Alors réservez plutôt les belles journées d'été pour aller à Chaumont-sur-Loire. Alors, je parlais tout à l'heure des lilas dont on a peu profité à cause de la pluie. C'est le constat en fait de Khalil qui nous a écrit sur europe1.fr. Il nous dit: j'habite la région parisienne et mes lilas sont presque tous tombés sous le poids de la pluie. Les rares fleurs qui sont restées sur les branches sont toutes marron. Dois-je les tailler tout de suite ou attendre un peu? Il faut les couper. Oui. Effectivement, elles ont des fleuries, elles sont devenues un peu sales et donc il faut les couper pour favoriser le départ de nouveaux rameaux. Et c'est sur ces nouveaux rameaux qu'il va y avoir des fleurs l'année prochaine. Donc c'est maintenant que cette floraison à venir se prépare, donc il faut effectivement les tailler. C'est ce qu'on dit toujours avec le lilas, c'est quand plus on fait des bouquets de lilas, plus le lilas sera beau l'année suivante. D'accord. Donc mais là ils sont devenus marrons en 2 jours. Voilà, c'est ça. Moi j'ai les mêmes à la maison. Ça dépend des variétés. C'est vrai que sur certaines variétés blanches elles rouillent vite. Mais ne pas hésiter, comme tous les arbustes à fleurs, dès qu'on coupe après la floraison, ils seront d'autant plus beaux l'année prochaine. Alors dans les gestes à faire du mois de juin, vous conseillez dans Mon Jardin et ma Maison de toiletter les plantes vivaces défleuries. C'est-à-dire, on fait comment la toilette des vivaces? C'est page 22. On coupe tout ce qui est moche. Tout simplement. Donc tous mes lilas blancs. Tout ce qui est desséché. Bon, les vivaces, donc ce sont des plantes herbacées qui ont cette capacité à faire un cycle sur une année et à revenir l'année suivante, normalement encore plus belle, encore plus forte, si tout s'est bien passé. Donc justement, c'est l'occasion de ne pas les laisser s'épuiser à faire des graines, sauf si vraiment vous voulez récupérer des graines, mais c'est pas le propos pour les vivaces. C'est de couper tout ce qui est un peu flétri, fané. Il arrive même sur certaines vivaces que quand on coupe cette fin de première floraison, elle soit remontante, c'est-à-dire qu'elle favorise une deuxième floraison dans l'année. Tout est permis. Pour toutes les vivaces, alors? Pas pour toutes, mais pour certaines, oui.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Le delphinium par exemple, pied d'alouette le fait. Alors il y a une autre astuce aussi à cette saison, c'est qu'on va pouvoir pincer au moment du toilettage, c'est-à-dire couper l'extrémité de la tige, de la feuille, de la tige, de manière à ce que les plantes soient beaucoup plus fortes et plus costauds. Et si on a un été qui est pluvieux, ce que je ne souhaite pas, on aura une meilleure tenue de ces plantes. Voilà. Donc on va peut-être prévoir un été un peu pluvieux. Et ce que je propose, c'est qu'on aille effectivement pincer. Donc on va ralentir la croissance, favoriser le développement d'autres tiges et avoir un buisson beaucoup plus compact de bien meilleure tenue, notamment pour les plantes qui fleurissent comme les astères à la fin de l'été ou en automne. Alors, un problème avec vos astères, avec vos mimosas, vos géraniums, votre potager, comment booster les plus fragiles ou soigner naturellement les moins en forme? J'attends vos questions au 39 21, 34 centimes d'euros la minute, ou bien sur europe1.fr. Les experts Europe 1, vous le savez, vous répondent en direct jusqu'à 15h30. À suivre, la fleur vedette du mois de juin et des experts Europe 1, l'hortensia. Les experts Europe 1. Opération jardin et jardinière chez les experts Europe 1. Comment entretenir son jardin en mode écolo? Que peut-on planter aujourd'hui pour un été fleuri en bord de fenêtre ou dans son jardin? Elena Morna et les experts Europe 1 attendent vos questions au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou vos courriels sur europe1.fr. Pierre Nessman et Caroline Génaud sont les experts Europe 1 et je ne sais pas si vous avez fait exprès, Caroline, mais vous avez choisi l'hortensia comme plante vedette du mois de juin. Pourquoi l'hortensia? Parce que c'est la vedette. Pour nous, c'est la vedette toute l'année, je le sais bien. Ici, chez les experts Europe 1, elle arrive là. Mais c'est vraiment... dans le premier temps, la plante des fiançailles, mais non, je ne sais pas pourquoi, des mariages, des communions, des baptêmes, pourquoi pas des fiançailles, donc la fameuse potée pour la fête des mères aussi. Mais il n'y a pas que ça dans l'hortensia, c'est une grande famille, il y a une diversité incroyable de formes, de feuillages, de fleurs, de couleurs, de tiges. Enfin, on a plein de choses à dire, il n'y a pas que l'hortensia, il y a les hortensias. Alors nous avons notre hortensia à nous, il s'agit bien sûr de notre Hortense vedette, Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors Kezako, aujourd'hui vous avez l'occasion de nous faire un bouquet grâce aux fleurs de vos balcons? Mais oui, mais non. Parce que lundi dernier, là, j'ai couru partout pour trouver des chrysanthèmes, Elena, pour aller fleurir la tombe de mes aïeux, comme tous les ans à la Toussaint. Et là, j'en ai pas trouvé un seul. Non, mais Alors, ma fille me dit, c'est normal, maman, on n'est pas le lundi de Toussaint, mais le lundi de Pentecôte. Ah bon? T'es sûr? Alors j'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé ma fille et je me suis envoyé la boîte de Xanax. C'est que moi j'en peux plus, ça finit par me taper sur le système. Vous parlez de la météo quoi, qui est un peu confusante. C'est un petit peu confusant. Oui, alors pour me calmer, j'ai lu Mon jardin, ma maison. C'est dingue, Elena. Eux aussi ils parlent de moi. Je suis même leur coup de cœur. Ils le disent sur la couverture. On adore. Oui. Ils disent que c'est à ma grosse tête légèrement aplatie comme on connaît et que j'ai tout pour plaire. Mais je savais déjà, mais ça fait toujours plaisir quand les autres se rendent compte. En revanche, j'avais jamais remarqué que j'avais la tête légèrement aplatie. Et grosse. Et grosse. Ça, j'ai la tête un peu comme le melon. Non, je plaisante. Alors, dans Mon jardin, ma maison, il parle aussi des fleurs du jardin que l'on peut cueillir pour se faire de jolis bouquets colorés. Oui. Alors, j'ai enfilé mes bottes et je suis sortie sur mon balcon. Autant vous dire que quand on regarde la tête de mon balcon, c'est comme la mienne ou la tête du jardin de ma voisine, on n'a pas les mêmes fleurs que celles du journal. C'est que moi, vu toute l'eau qui stack dans mes pots, j'ai plus de chances de faire un bouquet de tétards que d'anémones. De toutes les manières, sur mon balcon, c'est pas compliqué, c'est qu'un camailleux de vert et de marron. C'est pas très gai. Ah oui, les lilas, ils sont devenus tout marrons. Là, mais oui, tout pourri. Alors, il y a de l'espoir. J'ai remarqué que mon hortensia a repris du poil de la bête, celui qui avait eu un AVC la semaine dernière. Ah, je pensais que vous alliez nous parler de Jésus-Christ. Oui, oui, il va mieux aussi. Alors, il n'est pas encore fleuri, mon hortensia, mais avec toute la flotte qui prend sur la tête aplatie, c'est pas sûr qu'il fleurisse un jour, parce que j'ai entendu que les plantes ont besoin de souffrir, d'avoir un petit peu soif pour faire des fleurs. Oui. Alors là, on se dit que c'est mal barré. Alors, Jésus, mon framboisier, il a l'air d'aller bien. Oui. Même si je dois le dire. À nos auditeurs que vous l'avez appelé Jésus parce qu'il a ressuscité. Il a ressuscité. Ouais. Oui, il a ressuscité. Il a l'air d'aller bien, mais j'en suis pas très sûre parce que ça pousse bien, mais je sais pas si c'est les mauvaises herbes. Parce que les feuilles se ressemblent. Donc, dans le doute, je laisse tout pousser, parce qu'avec la chance que j'ai, je risquerais de blesser Jésus. Je voudrais pas, je verrai bien plus tard s'il y a des petites framboises qui lui poussent sur la tige. Voilà. Alors, j'ai repéré aussi des lys qui poussent comme ça, tout seuls comme des grands. On adore, je les avais oubliés dans la poubelle de mon balcon il y a bien 2 ans. Et ça y est, ils poussent. Peut-être que dans quelques temps, j'aurai aussi des lys. Comme quoi, c'est pas compliqué pour moi d'avoir la main verte, Léna. Il suffit simplement que je touche à rien. C'est ça. Et que je laisse faire. Bon, merci Hortense. Alors, les experts, la moitié du corps de l'hortensia d'Hortense qui est tout marron, s'agit-il vraiment d'un AVC?
C'est fort probable. Non, il s'agit en bac, c'est très difficile. Ça peut tenir les hortensias en bac, mais ça demande beaucoup d'attention. Il faut reconnaître qu'on a eu un hiver qui était assez froid et que certains rameaux ont pu souffrir du froid. Donc elle est une partie effectivement de l'hortensia qui est desséchée, c'est probable, mais dû à l'hiver. Donc il faut le supprimer, couper ces parties sèches. D'accord. Alors en dehors de la grosse tête d'hortense, quels sont les coups de cœur, vos coups de cœur, les espèces d'hortensia que vous recommandez? Paniculata, le paniculata. Alors il faut savoir, Elena, que hortensia en latin c'est hydrangea. Quand on va chez un pépiniériste ou dans une jardinerie, si on dit hortensia, on penserait souvent à ces gros hortensias avec des boules énormes. Oui. Mais il y a toute une collection. Oui, voilà. Mais il y a toute une collection d'hortensias qu'on appelle plus subtilement les hydrangea, qui est le nom latin d'hortensia. Ça prend moins confusion. Ça, voilà. Et là, on a une grande famille d'espèces très très nombreuses. Et moi, j'aime beaucoup le paniculata, qui, comme son nom l'indique, est en fleurs paniculées. C'est une sorte de grand triangle avec plein de petites fleurs dedans. C'est un vrai panache et il fleurit généreusement pendant tout l'été. Et plusieurs couleurs aussi, parce qu'il y a des variétés de couleurs. Ah, c'est blanc. C'est blanc, il est blanc uniquement. Voilà. Et vous, Caroline? Parce qu'avec les couleurs, je précise que l'hortensia bleue qui devient très bleue, l'hortensia qui est bleue ou rose, ou il y a toute une gamme c'est pas lié à la variété uniquement, c'est aussi lié au sol. D'accord. Voilà, c'est la qualité du sol qui fait que... Donc le même hortensia que je peux planter ici chez moi en région parisienne ou au Portugal ou en Bretagne, il n'aura pas la même couleur. Non. Et ça vraiment, c'est un moment subtil, un dosage subtil dans l'équilibre du sol. Bon, sauf si vous avez une variété blanche ou une variété vraiment rose. Mais dans toute la gamme d'hortensia bleu, on peut vraiment aller du rose très pâle au bleu presque criard, j'allais dire. Bon, votre coup de cœur à vous, Caroline. C'est Zorro. Zorro, voilà. Ça m'étonne pas de vous. C'est le nom d'un hortensia parce qu'il a la particularité d'avoir les tiges noires. Il fallait bien qu'il y ait une trace de noir pour rappeler Zorro. Des inflorescences plates, justement, on quitte un peu les grosses boules. On est sur quelque chose de plus élégant, plus facile à intégrer dans un massif globalement. C'est vrai que c'est plus élégant. Voilà. Mais par rapport aux grosses boules, j'adore Annabelle. Donc entre Zorro et Annabelle, je fais un peu... Voilà, c'est une belle histoire. Parce qu'Annabelle, c'est vraiment un hortensia très très puissant au sens de... C'est un buisson. C'est vraiment d'abord la végétation d'un arbre qui porte là des énormes boules comme de la dentelle blanche, mais vraiment blanche, qui peut un tout petit peu roussir au moment des fortes pluies. Mais là, ça va se calmer. Au moment de la floraison de l'hortensia, on sera juste bien au niveau météo. Donc, Zorro et Annabelle, c'est un très beau duo à jouer dans les massifs. Bon. Et alors, est-ce que vous avez des conseils pour planter ou pour bouturer un hortensia? Est-ce que ça s'entretient facilement? Oui, ça s'entretient très facilement. Le conseil que je puis donner actuellement dû à la météo, c'est que les feuilles ont tendance à jaunir. Oui. Voilà, c'est une chlorose. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'eau de pluie lessive le sol et les éléments nutritifs, évidemment, disparaissent dans le fond du sol, dans le sous-sol. Et du coup, l'hortensia, lui, il a pas de quoi manger. Et du coup, ses feuilles jaunissent, c'est tout à fait reconnaissable. On appelle ça la chlorose. Les nervures restent vertes et le reste de la feuille est jaune. Et là, il faut mettre ce qu'on appelle un antichlorose. C'est très facile à trouver dans les jardineries. Antichlorose en arrosage pour réactiver justement l'activité dans le sol, mettre un engrais éventuellement. Et très vite, les feuilles vont reverdir. Mais ça, c'est un constat qu'on fait Pierre a raison, il n'y a pas que l'hortensia, il y a beaucoup de plantes en ce moment qui manquent de chlorophylle, tout simplement parce qu'elles sont presque en asphyxie racinaire, tellement il y a d'eau dans le sol. On a remarqué. Donc, on attend que ça passe, on les nourrit un peu plus et puis ça y est, elles vont verdir un jour. Et à la fin de la semaine, Laurent Cabrol, il a dit qu'il ferait beau. Vive Laurent Cabrol. Alors, juste un mot sur le lys, parce que Hortense parlait tout à l'heure de son lys qu'elle croyait mort, qu'elle a foutu à la poubelle et qui repousse dans sa poubelle. C'est vraiment possible? La poubelle d'Hortense est magique, on va dire, mais globalement, un lys, oui, ça repousse puisque c'est un bulbe. Donc, un bulbe, c'est un organe de réserve qui est sous terre et à un moment, il a accumulé beaucoup d'énergie et hop, il va se redéployer. C'est le moment pour que les lys se mettent à fleurir. Donc, on ne fait rien. Éventuellement, si on voit que la pousse s'allonge, parce que chez Hortense, il se passe toujours des choses un peu spéciales, si vraiment la pousse s'allongeait trop, on prend soin de tutorer légèrement avant l'arrivée de la fleur pour que la tige ne bascule pas et ne casse pas, ce qui serait quand même vraiment dommage. Juste sur les lys, là, vous nous conseillez aussi de retirer, là c'est en ce moment qu'il faut faire, les larves de cryocère. Si on ne sait pas ce que c'est cryocère comme moi. Oui, des petites bestioles qui se baladent sur les feuilles et puis qui perforent les feuilles. Donc les larves, elles sont plutôt noires? Alors les larves, elles sont absolument dégoûtantes. Oui, c'est pas très heureux. Mais le cryocère, on le découvre après, c'est un petit insecte avec une petite carapace qui se balade sur les feuilles. Donc il faut l'enlever à la main, on les repère assez facilement plutôt que de traiter. Et puis on les lâche chez le voisin, tout se passe bien, il y a pas de problème. Chez le voisin. Chez Hortense, par-dessus le balcon. Chez Hortense, elle peut faire de l'élevage de cryocère. Et après on appelle pour les problèmes de voisinage Roland Pérez, bien évidemment. Exactement, voilà, la boucle est bouclée. Bon, alors c'est lundi, jour de la libre antenne chez les experts européens, les experts jardiniers qui vous conseillent tant
direct. À suivre la question de Geneviève, je crois, ou Annick, qui a besoin d'astuces pour faire disparaître ses liserons. Ce sera dans une très très court instant, après quelques réclames, après la musique. Qu'est-ce qu'on est bien sur Europe 1. Et puis on parlera aussi des arbres fruitiers. Il y a des choses à faire. Allez, à tout de suite. Tous les jours, 14h, 15h30. Les experts Europe 1. Elena Morna. On s'occupe aujourd'hui de vos plantations avec les experts européens, Pierre Nessman et Caroline Génaud de Mon Jardin et Ma Maison, notre partenaire. Alors vous vous lancez dans un potager ou un balcon fleuri, vous avez besoin de conseils, vous êtes au bon endroit, au bon moment. On parle maintenant justement des liserons avec Annick qui nous a contacté au 39 21. Bonjour Annick. Bonjour Elena, bonjour les experts. Bonjour. Alors vous avez des petits parasites qui vous embêtent. Ah là, oui. J'ai un grand parterre de rosiers et à l'intérieur, j'ai des liserons à longueur de temps. Alors à part l'huile de coude, je n'ai aucun remède, moi. Non, effectivement, ça va être très très dur. Après, on peut opter pour des produits chimiques, mais sinon, c'est l'huile de coude, effectivement. Ce qu'il faut faire, c'est quand vous bêchez vos rosiers, est-ce que vous bêchez vos rosiers ? Oui. À la fin de la saison. À la fin de la saison. Et le problème, il vient de là. C'est-à-dire que plus vous allez bêcher, plus vous allez sectionner les racines du liseron, plus vous allez créer des boutures et multiplier le nombre de plans. Ah oui, c'est le sentiment que j'avais. Voilà. Moi, je serais vous, j'arrêterais le bêchage, je mettrais un bon paillage, c'est-à-dire 8-10 cm de compost, de manière à ce que ce soit les vers de terre qui aèrent le sol et que vous n'ayez plus à l'aérer vous-même avec la bêche. Et du coup, par asphyxie, cette couche de substrat, enfin de mulch va asphyxier les pousses du liseron. Celles qui arrivent à traverser, vous les arrachez à la main, mais surtout, ça va éviter de propager par bouturage les racines du liseron. Ah oui, c'est tout à fait. Parce que j'allais exactement dire ça. Binage, sarclage autour des rosiers, c'est l'horreur parce qu'à 1 cm, même pas un demi-centimètre de racine, ça donne un nouveau liseron. Donc vous imaginez le champ de bataille quand. Oui. Le compost que je fabrique moi-même là dans le jardin, c'est bon. C'est parfait. Vous mettez une bonne couche de 8 à 10 cm. Vous faites un bon désherbage avant. Vous mettez cette couche de compost. Et puis tout ce qui dépasse, vous les enlevez. Mais normalement, ça devrait quand même les calmer un petit peu. Normalement, là, à l'usure. À l'usure, on les a. Voilà. Oui. Donc en fait, il faut l'asphyxier, quoi. Pas le couper, pas le bêcher, parce que au contraire, ça le stimule, mais l'asphyxier. Voilà. Et retirer les pousses à la main régulièrement, ça les affaiblit. Et à un moment donné, il va rendre les armes. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bon courage. Et je retourne dans le jardin. Merci. Restez à l'écoute de Europe 1. On a peut-être d'autres conseils à vous donner, Annick. Et ma radio dans le jardin. Très bien. Merci beaucoup. Merci Annick. Nous sommes maintenant avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Elena, bonjour les experts. Alors on parle fruitier avec vous. Vous avez 2 plants de kiwi, c'est ça ? Depuis 6 ans en pleine terre ? Oui, voilà, dans ma cour. Et puis il y en a un qui est un peu plus faiblard que l'autre, c'est la femelle. Eh ben en fait, les deux sont très beaux, ils grandissent très bien. Ouais. Maintenant, la première année, le mâle a fait des fleurs. Il n'en a plus jamais refait. Les mâles, ils sont comme ça séduit, après il n'y a plus rien. Et là, il vient d'en refaire cette année. Et par contre, la femelle n'a jamais fait de fleurs. Et ça fait combien de temps que vous avez planté ces kiwis ? Ça fait 6 ans. Et vous êtes sûr que le deuxième plan est un plan femelle ? On me l'a vendu pour un plan femelle. Voilà, vous avez bien mis un plan mâle, un plan femelle. Oui, tout à fait. Et là, cette année, il n'y a pas d'espoir ? Vous avez un peu surveillé ? Il ne se passe rien de spécial ? Il se passe rien de spécial. Là, j'ai bien le mâle qui fait des petites boules. Donc les fleurs, elles sont encore pas écloses, mais donc il y a déjà des petites boules. Par contre, sur la femelle, j'ai rien du tout. Bon. Et la femelle, elle a fleuri les autres années ou c'est... Jamais. Non. Et au niveau végétation, vous avez le sentiment qu'elle est très vigoureuse, qu'elle pousse beaucoup ? Ah oui, elle est très vigoureuse, ouais. Je les taille tous les ans, que ce soit le mâle à la femelle, je laisse que les charpentières et puis je coupe tout le reste. Tout le reste, oui. À mon avis, vous devriez être un tout petit peu moins sévère sur la taille. Très souvent, ce qui se passe quand on taille beaucoup et que lorsque l'actinidia est dans un sol un peu riche, il pousse beaucoup en feuilles, en tiges, mais au détriment de la floraison. Et moi, ce que je ferais, c'est que vous êtes bien parti, vous laissez les charpentières, simplement vous n'enlevez pas tout, vous gardez les rameaux secondaires, vous gardez 5-6 bourgeons, de manière à effectivement inciter le plant femelle à produire l'année prochaine des boutons floraux et éviter de pousser trop en feuilles et en rameaux. D'accord, très bien. Mais je pense que c'est probablement dû à ça.
D'accord. Excès de végétation. Vous nous en direz plus, Sébastien, justement, si vous suivez bien les conseils. On aimerait bien avoir un petit retour. D'ailleurs, je le dis à vous, Sébastien, et à vous tous, chers auditeurs, on aimerait bien avoir des retours sur les conseils que vous a donnés aussi bien avec les jardiniers que quand on parle de boulot, quand on parle de famille. Et d'ailleurs, on va consacrer, et ça c'est petit teasing, petit scoop, une émission spéciale justement au retour de conseils qu'on a pu vous donner et qui vous ont servi. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour nous le dire. Merci beaucoup, Sébastien. De rien. Alors, j'aimerais qu'on reste dans les fruitiers parce que justement, il y a pas mal de choses à faire en ce moment et c'est ce que vous nous dites dans Mon Jardin et ma Maison, Caroline. Par exemple, vous nous dites que pour une meilleure récolte, vous conseillez de retirer les fruits qui sont actuellement en surnombre. Alors, par exemple, un pommier, si j'ai 4-5 jeunes pousses de pommes, là, les petites boules, en ce moment, est-ce que s'ils sont sur la même branche, ça veut dire qu'il faut que j'en enlève 4 pour n'en garder qu'une? Déjà, à cette période-ci, normalement, spontanément, il y en a quelques-uns qui avortent. Donc, on ne panique pas, c'est tout à fait normal. Les plus petits vont laisser la place aux autres. Si vraiment on sent qu'il reste 3 ou 4 pommes qui sont en train de se former, qui commencent à prendre de l'ampleur, donc bien plus gros qu'une cerise, et qui semblent bien accrochés, oui, pour favoriser la concentration de la sève dans certains fruits, c'est un peu douloureux, je dis au sens, c'est pas pour l'arbre, mais ça fait un peu mal au cœur d'enlever des fruits à venir, mais c'est pour que la sève se concentre sur un seul fruit et sera beau. Voilà. Donc ça se fait un peu au feeling. Oui, sur les dahlias, on dit ça aussi. Si vraiment pour les dahlias de compétition, on ébourgeonne, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les fleurs périphériques pour que la sève se concentre sur une seule énorme tête. Bon, c'est au feeling et surtout, c'est à cette période-ci, c'est encore un peu tôt vu le décalage de saison. C'est ne pas s'affoler si on voit que certains petits fruits avortent. C'est un processus normal pour équilibrer la production de fruits sur tout l'arbre. Le problème aussi qu'on a en ce moment avec les bourgeons naissants, ou les premiers petits fruits, ce sont les oiseaux qui eux picorent. Bon, très bien pour eux, il en faut. Sauf que là, par exemple, les cerisiers qui donnaient leurs premières fleurs et leurs premiers fruits. Comment on fait pour les protéger de la gourmandise des oiseaux? Protection. Alors, c'est facile sur les petits fruits. On parlait effectivement cassis, groseille. Ça, c'est possible de les emballer. Le cerisier, c'est plus compliqué. Alors, on va protéger quelques branches. On va protéger les branches peut-être les plus basses en mettant un filet. Mais c'est que le filet qui est le moyen mécanique le plus efficace pour protéger contre les oiseaux. Donc, des bons fruits, mais un arbre moche, Un arbre pas très joli pendant le temps de la récolte, effectivement. Et puis le cerisier, en plus, il y a beaucoup de petites cerises. Alors elles sont loin d'être mûres en ce moment, mais apparemment c'est une bonne année pour les fruits. Les fruits sont bien formés. Ils seront bien gorgés Il faudrait qu'ils mûrissent un peu. Et on laisse le haut de l'arbre, comme le disait Pierre, aux oiseaux. Et puis on se contente de ramasser ce qui est presque à portée d'échelle. Ramasser, justement, que faire des fruits qui sont donc alourdis par la pluie, qui sont déjà tombés avant maturité ou qui ont avorté, comme vous nous le disiez tout à l'heure? Est-ce que je peux les mettre au compost? Ou est-ce qu'il vaut mieux les brûler? C'est ce que vous conseillez plutôt? Si l'arbre est sain et qu'il n'y a pas de développement de maladie sur l'arbre constaté, on peut les mettre sur le compost. Maintenant, si effectivement vous avez un arbre qui est malade, c'est plus prudent de les brûler ou de les mettre dans un coin du jardin, puis laisser se décomposer. Alors on a une question d'Hélène sur europe1.fr avec une photo à la pluie, donc je vous donne la photo. Aucun fruit, nous dit-elle, n'apparaît sur mon pêcher cette année et il y a des boursouflures rouges sur les feuilles, comment le traiter? C'est très joli cette photo de rouge et du vert comme ça. Mais c'est vrai que c'est moins appétissant. Oui, ça fait un peu, c'est carrément boursouflé. Ça surtout s'il n'y a pas de pêche. Mais oui, alors ça c'est autre chose, mais dans un premier temps, le pêcher a tout simplement la cloque. Il n'est pas en cloque, donc il n'y aura pas. Mais il a la cloque, donc c'est vraiment ces boursouflures qui provoquent au bout d'un moment, l'enroulement du feuillage, ce qui veut dire que les feuilles ne profiteront plus pleinement du soleil qui va arriver pour prendre de l'énergie, pour réserver sur les fruits. En cette période de l'année, on ne peut pas faire grand-chose à part constater. C'est pas une maladie qui va décimer le pêcher en une saison, mais qui va l'affaiblir progressivement au fil des années. Donc il est important d'y penser, de s'en souvenir pour qu'on puisse cet hiver, quand les feuilles seront tombées, faire un traitement d'hiver spécifiquement pour la cloque du pêcher. Vous allez en jardinerie, Hélène ira en jardinerie, choisir un traitement spécifique cloque du pêcher de manière à limiter la propagation de la maladie pour que l'arbre retrouve de la vigueur. Parce qu'elle peut se propager à d'autres arbres. C'est spécifiquement le pêcher. C'est que le pêcher. Un verger de pêcher, mais sur un seul arbre, pas d'affolement, il va pas
pas mourir de ça cette année, il sera affaibli. Pour les fruits, c'est foutu, parce que les fleurs sont passées, il n'y a pas eu de fécondation, rien du tout. Mais c'est pas forcément lié à ça. C'est simplement maîtriser la situation pour que l'année prochaine, on ne retrouve plus ça. Donc patience, un peu comme on va beaucoup le répéter, j'ai l'impression, en ce joli printemps. Vous aimez les fleurs, les fruits, le potager. Ce que vous pouvez, ce qu'Hélène peut faire au moment d'ici à peu près un petit mois, c'est donner une fertilisation pour un peu renforcer l'arbre, parce que l'arbre vigoureux se défendra mieux contre les maladies. C'est vrai que sur la photo, il a l'air bien attaqué. Bon, alors quels soins pour les plantes aromatiques aussi, thym, sauge, laurier. On file au potager, grand ou petit d'ailleurs, avec les experts Europe 1. À suivre également un règlement de compte fleuri avec les anecdotes du tribunal de Roland Pérez. Restez avec nous, on se retrouve dans 1 minute et 20 secondes exactement. Les experts Europe 1. Comment sauver ses plantations après les pluies abondantes? Comment s'assurer un été fleuri, sucré et coloré dans nos jardins, sur nos bords de fenêtres et dans nos assiettes? Elena Morna et les experts Europe 1 vous conseillent en direct et vous pouvez les contacter au 39 21 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Et nous sommes toujours en très bonne compagnie avec nos experts jardiniers, Pierre Nessman et Caroline Génaud du mensuel Mon Jardin et Ma Maison, notre partenaire. Alors juste un mot, parce que côté potager, il y a pas mal de boulot à faire là en ce moment. Tout se développe, nos légumes et les parasites aussi. Comment les éloigner de nos salades et autres gourmandises sans avoir recours aux produits chimiques? On a parlé par exemple tout à l'heure de la limace, donc qui aime bien la bière, qui aime pas la cendre et qui n'aime pas le fil de cuivre et la coquille d'œuf. Pour les autres parasites qu'on retrouve souvent aussi quand il fait humide comme ça et qui rôdent dans nos potagers, est-ce qu'il y a des moyens naturels pour les éloigner? Oui, il y a certaines plantes. Il y a la grande famille de l'ail, qui sont des familles qui ont des odeurs très fortes, notamment au niveau des bulbes, au niveau du sol, qui vont éloigner effectivement certains parasites. Et puis toutes les plantes aromatiques. Traditionnellement dans les potagers, autrefois, on mettait des bordures de thym, de romarin, de sauge, parce que ces plantes ont des molécules qui se dispersent dans l'atmosphère et qui justement sont répulsives par rapport aux insectes. Donc ça peut être déjà un premier moyen de prévenir l'arrivée de parasites. Les œillets d'Inde aussi sont ces petites fleurs oranges qui émettent des sécrétions au niveau des racines et qui dans le sol permettent également d'éloigner tous les parasites du sol, ceux qu'on ne voit pas mais quand on les voit c'est trop tard. Alors juste à propos de ceux qui émettent des sécrétions, bon c'est pas l'objet de la discussion du jour mais c'est un petit clin d'œil dans Mon Jardin et Ma Maison. Vous proposez des gros plans sur toutes les larves, enfin pas les larves, les débuts de papillons là, les chenilles, voilà, cherchez le mot. Mais il y a de belles chenilles. Elles ne sont pas toutes prédatrices. Magnifiques. Elles sont pas toutes prédatrices, mais bon, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à les éloigner. Super colorées. Et alors, elles sont vraiment magnifiques. Je recommande juste Mon Jardin à Ma Maison, même ne serait-ce que pour ça, parce que alors j'ai regardé ça avec ma petite fille. Et puis alors justement, après c'est l'occasion de parler de la chrysalide, l'évolution, la métamorphose du papillon. Non, c'est vraiment. Oui, c'est vrai. Elles sont magnifiques. Et en fait, ce sont des pièges. Elles sécrètent, certaines d'entre elles sécrètent des odeurs pour évacuer, pour éloigner les prédateurs. La nature est si bien faite, effectivement. Voilà. Alors mai-juin, donc on disait c'est la période des aromatiques qui sont eux aussi en forme. Comment est-ce qu'on en prend soin? Par exemple la sauge, il faut faire des petits gestes à faire? La récolte est le meilleur soin à donner en ce moment puisque plus on taille, plus on stimule la plante. Comme on le disait en début d'émission, quand Pierre dit pincer, quelle que soit la plante, pincez-la pour qu'elle se fortifie, qu'elle soit plus trapue, plus dense. C'est tout à fait valable avec la sauge, la ciboulette, le thym, le romarin, bon qui est un arbuste donc qui est moins, enfin le thym aussi mais qui est plus petit. Ce sont vraiment des plantes qui se portent bien quand on récolte quelques branches dès qu'on en a besoin en cuisine ou dès qu'on fait un petit bouquet. Même quand vous allez chez des amis, c'est toujours sympa d'arriver avec un petit bouquet d'aromatiques. Ah oui, non mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà. Et d'ailleurs, vous proposez aussi de faire plein de bouquets. Alors justement, les bouquets d'été, là, il n'y a pas trop de fleurs en ce moment, sauf les lilas qui sont devenus il y a des jolis rameaux aussi. On peut faire un bouquet de feuillage, un bouquet d'aromatiques. On peut juste y glisser 3-4 marguerites des champs qu'on aura trouvées sur le chemin avant d'arriver chez les amis. Non, et les feuillages du jardin. Il faut pas se dire qu'un bouquet, ce sont que des fleurs. Un bouquet, c'est tout ce qu'on peut glaner dans le jardin, qu'on peut marier. Et on peut aussi marier des parfums. Justement, quand on glisse une branche de romarin dans un bouquet, ça donne une autre dimension au bouquet. Alors, en attendant les roses. Les bouquets, on est de nombreuses mamans à en avoir reçu justement hier. Est-ce qu'il existe, moi je me pose cette question, des astuces pour les faire durer? Alors parfois on nous donne une espèce d'un petit sachet de poudre, conservateur chez le fleuriste, qui est gentiment accroché au papier sur le bouquet. Mais est-ce qu'il existe des façons de prolonger la durée de vie des fleurs coupées en vase? Changer l'eau.
Changer l'eau, parce que très vite l'eau croupit effectivement, et donc c'est à partir de là que des bactéries se développent et que ça va accélérer la maturité des fleurs. Donc changer l'eau tous les 2 jours pratiquement, et recouper l'extrémité des tiges, parce que au bout des tiges justement, on a les tissus qui finissent par se cicatriser. L'absorption de l'eau ne peut plus se faire, donc on va couper les tiges et généralement le faire légèrement en biais pour augmenter la surface d'absorption de l'eau. D'accord, parce que ça fait plus, droit, parce que c'est plus large, voilà, d'accord. Pour avoir une surface plus importante. Et puis comme vous le disiez, c'est les nourrir. Alors il y en a qui disent qu'on peut mettre un peu de sucre, de l'aspirine aussi, qui sont des substances qui peuvent c'est des idées reçues ou Non, c'est des choses. Il y a effectivement des petits trucs de grand-mère qui peuvent aider à nourrir. En fait, ce qu'il faut, c'est apporter un peu plus que de l'eau. Ce que vous apportez effectivement dans les petits sachets que l'on va donner, eh bien, c'est des éléments nutritifs qui vont permettre aux fleurs de continuer à se développer. C'est plus riche que de l'eau. Et justement, le fait de mettre un peu de sucre, de mettre de l'aspirine, ça va apporter des éléments nutritifs complémentaires qui vont permettre aux fleurs de durer plus longtemps. Alors retour au potager avec la question de Roxane qui nous dit je me lance dans le potager, je suis débutante, que puis-je planter en ce moment pour une récolte cet été ou à l'automne? Les radis. On plante quoi aujourd'hui? Mais aujourd'hui, on va surtout planter les tomates. Les tomates. Aubergines, tous les légumes d'été. En temps normal, on dit c'est un peu tard, mais là, on dit ça y est, c'est le bon moment, on y va. Justement, on va profiter du décalage de saison. Alors, les tomates en pied qu'on achète en jardinerie en pied, on les sème plus maintenant. Et qu'on peut semer, qu'on peut planter après en pleine terre et qu'on peut aussi faire dans des petites jardinières. Par exemple, des tomates cerises, ça peut être très bien. Dans des pots, ça fonctionne quand on n'a pas la chance d'avoir un jardin ou une grande terrasse. Bien sûr. Donc c'est pour ça aussi, je disais en pot des radis, des petites salades à couper. Pas forcément la laitue qui va tourner, mais le petit mesclin, variété de salade. On fait maintenant des mélanges très faciles. On sème et il arrive plein de choses. On les cueille, on fait une petite salade. C'est assez valorisant quand on commence à manger ses premières salades. Mais voilà, c'est pour ça, comme elle débute, il faut justement qu'elle ait des récoltes faciles à faire. Allez, on passe maintenant aux salades du tribunal, je veux dire, aux anecdotes du tribunal avec Roland Pérez. Bonjour mon Roland. Bonjour à tous, bonjour à nos experts, bonjour Olivia. Bonjour. Alors on parlait de taille tout à l'heure et vous allez nous parler donc d'élagage. Attention, c'est très réglementé. L'élagage des arbres du voisin est source de beaucoup de troubles de voisinage qui nous amènent même jusqu'à la Cour de cassation. Non. On va rappeler quand même que il y a des distances minimum, nos experts le savent bien, quand on fait des plantations d'arbres ou de petits arbustes. Pour les petits arbustes de moins de 2 mètres, c'est 0,50, c'est un demi-mètre en fait, et les arbres plus grands, les arbres qui sont au-delà de 2 mètres, il faut respecter une distance de 2 mètres. Donc on ne peut pas même planter un arbre à moins de 2 mètres. À moins de 2 mètres s'il est censé dépasser 2 mètres de hauteur. Il y a ce qu'on appelle des arbres centenaires, des arbres bicentenaires, des arbres remarquables, des chênes et des cèdres par exemple. Et cette histoire a valu à un couple de se retrouver devant le tribunal d'instance, ensuite devant la cour d'appel et ensuite devant la cour de cassation. Je m'explique. Ils achètent un jour une jolie maison dans un lotissement et ce lotissement avait... Jolie maison dans un lotissement, déjà il y a un truc qui me... Non, pardon. C'est pas joli, non, mais dans un site boisé, en tout cas dans un site boisé, un lotissement dit boisé. Ne soyez pas mauvaise langue pour ceux qui ont des belles maisons dans des lotissements. Et ce cèdre, il y avait donc un cèdre dans ce site boisé classé, un cèdre centenaire. Et lorsqu'ils ont acheté cette maison, il y avait déjà une piscine qui était installée à côté de ce cèdre, mais qui était sur le fond voisin. Mais évidemment, les branches arrivaient sur le fond, leur fond, qu'ils ont acheté avec cette piscine. Ils sont venus se plaindre de ce que les aiguilles tombaient dans leur piscine régulièrement, sur leur terrain, et qu'il fallait à chaque fois nettoyer abondamment leur terrain. Et ils ont demandé ce qu'on appelle l'élagage de l'arbre centenaire. Si ce n'est que là, on leur a répondu, mais si on procède à cet élagage, on risque de faire mourir cet arbre. Donc c'était déjà un premier problème. Et puis on s'est aperçu, surtout avec un expert, que ça ne changerait rien. Finalement, cet arbre centenaire, même si on l'éléguait, même si on coupait les branches, il y aurait toujours avec le vent les brindilles qui viendraient se mettre sur ce fond voisin. Donc le tribunal d'instance, dans une première sagesse, on va dire, la cour d'appel, ensuite qui était précautionneuse de ce site, encore une fois, de ce site boisé classé, ont eu, on va dire, une éco-attitude et ont finalement décidé de ne pas faire éléguer cet arbre. Et c'est arrivé devant la Cour de cassation. Et là, devant la Cour de cassation, ils sont venus plaider le fait que celui qui est le propriétaire de ce cèdre, de ce terrain où il y a ce cèdre, ils sont venus dire, mais attendez, cette piscine, quand vous l'avez achetée, vous saviez bien qu'elle était à côté de cet arbre, elle avait
été construite finalement par le précédent propriétaire qui a choisi de le mettre visiblement à côté finalement de ce cèdre. Donc vous pouviez pas l'ignorer quand vous avez acheté cette maison. En plus, de toute façon, même si cet arbre venait à disparaître, il y aurait d'autres arbres à côté qui eux ne poseraient pas a priori de problème. Et toujours une fois avec le vent, toujours est-il que ça viendrait encore sur ces autres débris végétaux, feuilles, épines et autres débris viendraient encore sur votre terrain et dans votre piscine. Donc il faut arrêter de nous ennuyer. C'est quasiment une intention de nuire. Et la Cour de cassation est venue dire attention, le droit d'élagage est un droit imprescriptible. Même si cette table est centenaire, même si il est imprescriptible. Même si ça risque de tuer l'arbre, parce que je me tourne vers les experts. Trop élagué ou mal élagué, ça peut bousiller, fusiller un arbre. Sur un conifère, oui, comme un cèdre, effectivement, on le prive de son feuillage et c'est une croissance extrêmement lente. Et effectivement, ça peut l'achever. Et là, ils disent qu'en instituant des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire, sur le fond. Deux fois, j'aurais jamais déjà une seule fois, j'aurais pas réussi à dire imprescriptible du propriétaire. S'étendre les branches de l'arbre du voisin, bien ce droit imprescriptible de ce droit à l'élagage, fait que malgré tout ce que je viens de vous raconter, malgré la beauté de ce cèdre, malgré tout ce que je viens de vous dire, la Cour de cassation a été très respectueuse du droit et du droit de propriété. Bon, voilà. Et la piscine ne sert pas étant donné la météo en plus. Surtout qu'il pouvait peut-être éventuellement la déplacer si vraiment ça pose un problème. Mais d'après les mais on déplace pas un arbre centenaire. Non, la piscine. Ah, la piscine, oui, ça c'est ce qu'il aurait fallu déplacer. Voilà. Bon, merci beaucoup Roland. On revient aux questions des auditeurs, celles que vous nous posez au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. À suivre la question de Geneviève concernant le buis. Allez, ce sera après la musique sur Europe 1. Tous les jours, 14h, 15h30. Les experts Europe 1. Elena Morna. 2 experts Europe 1 sauvent vos plantations de la noyade, Caroline Génaud et Pierre Nessmann. Alors, les conseils pratiques pour entretenir son jardin ou ses jardinières de façon naturelle, vous l'aurez compris, c'est ici que ça se passe. Et nous sommes avec Geneviève. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour Elena, bonjour les experts. Merci de nous avoir contactés au 3921. Alors Geneviève, je vois que vous habitez la région parisienne, à Chatou, dans les Yvelines. C'est cela, voilà. Et j'ai un jardin avec des buis, des bordures en buis qui sont assez anciennes. Et puis j'ai également des buis en pot. Et j'ai remarqué que les feuilles étaient un peu grignotées et qu'il y avait des petites toiles d'araignée dans le buis. Donc j'ai pensé que c'était des insectes. J'ai pris mon anti-puceron, là, un insecticide, et j'ai commencé à traiter. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir sortir des chenilles noires et vertes. Plein de chenilles, il y en a partout. Elles sont pas très grosses. Mais ça fait une vingtaine d'années que j'ai cette maison, ces jardins. J'ai jamais remarqué ça. Qu'est-ce qui se passe cette année avec les buis? Est-ce que c'est connu, classique? Je ne sais pas comment les traiter. Est-ce que l'insecticide, c'est ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut autre chose? Je ne sais pas. Alors Pierre. Il faut savoir que c'est effectivement très récent. Ça fait 2-3 ans qu'effectivement, à Paris en particulier, et la région parisienne, on est envahi par ce qu'on appelle la pyrale du buis, qui est dont un des stades, c'est un papillon, un des stades est une chenille qui dévore les buis. Est-ce qu'il est beau, moi, ce papillon? Alors, le papillon, pas trop, mais c'est surtout la chenille qui est très belle. Elle est d'un vert noir, elle est assez jolie. Et effectivement, il faut savoir que c'est arrivé depuis les pays d'Allemagne, notamment, la culture du buis qu'on a beaucoup cultivée. Et c'est arrivé en région parisienne, d'abord dans l'ouest parisien, Paris, et puis maintenant, toute la région parisienne est totalement infestée. Alors effectivement, les toiles d'araignée, c'est un des premiers constats. Ensuite, on a des sortes de petites déjections verdâtres et les chenilles qui sont assez grandes et qui grignotent. On peut les voir manger les feuilles, c'est assez spectaculaire. Le moyen de lutte, c'est de traiter avec un insecticide qui est accepté en agriculture biologique, qui est le Bacillus thuringiensis, bacille de Thuringe, qu'on trouve très facilement dans le commerce. Et il faut traiter maintenant, parce qu'il y a une première génération, donc ces chenilles vont évoluer. Et ensuite, il y a une deuxième génération qui risque d'apparaître durant l'été. Et ça, c'est très souvent, on se fait piéger parce qu'on part en vacances et on revient des vacances, on a nos buis qui ont été rétamés alors qu'on les avait traités. Parce qu'il y a une deuxième génération. Il faut être très très vigilant et traiter maintenant avec cette. C'est comme les poux et les landes, quoi. Il faut voilà, c'est ça. 3 semaines à peu près en moyenne. Et donc voilà, et ça c'est le vrai fléau actuellement en région parisienne. Et ça arrive sur toute la France, progressivement, forcément, avec les fêtes des plantes, les pépiniéristes qui voyagent, etc. On est en train de propager ce parasite et on a beaucoup planté de buis et du coup les buis dans les jardins sont très vite infestés. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, est-ce que je pourrais protéger les miens, est-ce qu'il existe des traitements de prévention? Non, c'est ce que j'allais dire, effectivement, le deuxième traitement, on dit 3 semaines en moyenne, mais en fait il faut surveiller l'apparition de nouvelles chenilles pour se mettre à traiter. Parce que ça sert à rien de le faire avant.
Non, c'est vraiment le bacille se fixe sur le prédateur, enfin sur la chenille, pour le faire mourir. Mais s'il n'y a pas de chenille, ça sert à rien, puisqu'après ça se fait par arrosage ou par poudrage, souvent plus par arrosage, la dispersion du bacille. Donc c'est vraiment ça, c'est une observation attentive, et dès qu'arrivent les nouvelles chenilles, paf, on attaque. Geneviève, c'est une méthode douce, puisque c'est un bacille. En fait, c'est un équilibre entre on inocule un parasite qui va détruire la petite chenille. Et c'est préférable plutôt que les insecticides. Ah oui, parce que déjà c'est plus naturel, c'est beaucoup plus naturel, et c'est aujourd'hui c'est un produit qui est conseillé par les pépiniéristes justement pour lutter contre ce parasite. À la différence de l'insecticide qui tue tous les insectes qui sont concernés sur le et des insectes dont on a besoin. Ça coûte pas trop cher? Non, c'est raisonnable, mais ça vaut le coup de le faire. Quand on a des bordures de buis dans un jardin, ça vaut vraiment le coup de le faire. Bon, Geneviève. Merci beaucoup. Vous m'avez bien éclairé. Merci infiniment et bonne journée. Paf, on attaque, ils ont dit, Geneviève. Alors attaquez bien. Merci beaucoup pour votre appel. Vous l'aurez compris, les experts Europe 1 vous remontent le moral aujourd'hui. Ils redonnent des couleurs à votre jardin, votre balcon, votre rebord de fenêtre. Vous voulez des fleurs, des couleurs, des fruits. Vous n'avez pas la main verte. J'attends vos questions au 39 21 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Rendez-vous après les informations de 15h. Les experts Europe 1. Les experts Europe 1, 14h, 15h30. Elena Morna. Soyez les bienvenus chez les experts Europe 1 si vous nous rejoignez. Je vous invite aujourd'hui côté jardin ou balcon, voire rebord de fenêtre. Vous n'avez pas la main verte et vous souhaitez des couleurs à vos fenêtres. Vos plantations ont souffert des pluies et du froid du mois de mai. Comment entretenir naturellement son jardin? Vos questions au 39 21 ou sur europe1.fr. Les réponses des experts Europe 1. Pierre Nessman et Caroline Génaud de Mon Jardin et ma Maison, notre partenaire. Et nous sommes maintenant au téléphone avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour Elena, bonjour les experts. Alors votre question, elle tombe à pic puisque la plante vedette de ce mois-ci, en tous les cas dans Mon Jardin et ma Maison, c'est les hortensias. Et justement, vous avez un problème, ou en tout cas une question concernant votre hortensia. Bah oui, justement là j'ai une petite larme à l'œil parce que j'ai des très beaux hortensias dans mon jardin. J'ai emménagé il y a 1 an. Donc j'ai fait ma première taille cette année fin avril, comme j'habite sur la Côte d'Opale, j'ai attendu le plus tard possible. J'ai essayé de bien les tailler, mais là je ne vois aucun bourgeon de fleurs. Alors est-ce que les bourgeons vont arriver plus tard? Mais il y a du feuillage déjà. Il y a que du feuillage, mais je vois aucun petit bourgeon de fleurs. Est-ce que c'est normal? On ne se précipite pas, on attend. Ah, il faut être patient. Cette année plus particulièrement, puisqu'il fait encore très très froid le matin. C'est déjà bon signe si la végétation est là. Comme le disait Pierre en début d'émission, c'est même c'est probable que ce soit pas le vrai vert des hortensias, mais un peu un vert jaune, étant donné la pluviométrie. Et il manque un peu ils sont un peu asphyxiés au niveau des racines. Donc, première étape, il faut les laisser grandir. Deuxième étape, ils vont former des boutons floraux qui vont s'épanouir, on va dire jusqu'au 14 juillet. On entend les oiseaux derrière vous, Claire, c'est super. Ah oui, je suis dans mon petit jardin. Voilà, donc les hortensias vont entendre, c'est sûr, ils vont se dire ça y est, c'est bien, on est dans le bon timing, on va fleurir. On se fixe le 14 juillet. Vraiment, si à partir du 14 juillet il se passe toujours rien au niveau floraison, vous nous rappelez. Mais moi, je suis très très confiante. A priori, les fleurs. C'est pas grave, docteur. Non, c'est pas grave. C'est juste un petit retard dans la programmation cette année. Oui, voilà. Et même plus au sud, on a aussi un peu de retard au niveau de la floraison, même des bourgeons des hortensias. Bien sûr. Non, mais en fait, c'est parce qu'il y avait des petits bourgeons brûlés, donc je pensais que c'était les fleurs qui avaient brûlé par le froid. Non, il y a eu un premier coup de froid, effectivement, mais c'était à l'origine les feuilles. De toute façon, les fleurs se forment après le feuillage chez l'hortensia, donc il n'y a pas de problème. Tout espoir est permis, c'est même plus pas espéré, c'est normal. Les fleurs vont arriver. Bon, tant mieux. Merci beaucoup Claire pour votre appel. Merci beaucoup. Merci pour les petits oiseaux aussi qui, c'est vrai, c'est toujours très agréable. Alors une autre question sur Facebook, sur europe1.fr cette fois, c'est celle de Mylène. Mes têtes de pivoine encore en bouton sont envahies de fourmis. Que puis-je faire? Alors s'il y a des fourmis, c'est qu'il y a très probablement des pucerons. Donc il faut bien regarder. Là on voit les fourmis parce qu'elles sont plus importantes que les pucerons. Mais la fourmi cultive les pucerons, elle élève des pucerons pour aller s'alimenter de du suc que les pucerons sécrètent. Donc il faut aller voir les boutons de plus près et on va voir des petits pucerons qui vont se développer. Il faut lutter contre les pucerons dans ce cas-là.
D'accord. Mais au stade, en général, quand on commence à avoir quelques fourmis, on n'est pas obligé de traiter, on écrase les pucerons à la main, ça suffit. C'est pas une colonie de pucerons, a priori, il faut regarder. À l'aisselle, à la base du bourgeon, et un peu sous les feuilles, mais rarement chez la pivoine, c'est plutôt. Donc là, on les enlève à la main, quoi. Voilà, parce que ça doit pas être des dizaines de pucerons, ça suffit. De toute façon, bientôt, c'est un peu comme les hortensias, bientôt les pivoines vont se mettre à fleurir, elles sont déjà en bouton, mais très en retard. Donc profitez-en pour les cueillir, faire un joli bouquet, comme ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Couper l'herbe sous le pied des fourmis. Merci. En tous les cas, c'était la question. Je me souviens plus, j'ai mis à la poubelle. Nous sommes maintenant avec Gisèle. Bonjour Gisèle. Bonjour Elena, bonjour les experts. Alors vous, votre problème, ce sont pas les pucerons, mais les cochenilles. Voilà, j'ai un fusain panaché dans une jardinière sur un balcon couvert et je l'ai traité l'année dernière en fin de saison savon noir. Ça n'a rien fait. Et là, j'ai mis un produit cochenille et je vois que c'est pas beau. Alors, j'ai du mal à m'en défaire. Et alors, ce matin, je voyais le dessous des feuilles. Il y a des taches comme des taches de calcaire, en plus du velouté blanc. Oui, ça c'est un grand classique, la cochenille, les pucerons sur les fusains. On a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Il faut que vous traitiez, il faut continuer à traiter tous les 15 jours, tous les 10, 12, 15 jours pour éliminer toutes les générations de cochenilles. Ça, c'est important. Et tailler aussi pour donner de la vigueur parce qu'il y a quand même des endroits qui sont beaucoup plus atteints en général. C'est éliminer les rameaux où c'est gluant, c'est collant, il y a de la cochenille qui se reproduit. Et c'est très très délicat, c'est vraiment une histoire de longue haleine. Mais c'est dans quelques mois normalement le fusain. En fait, susciter la formation des nouvelles pousses qui elles seront saines suite au traitement et se dire qu'on va s'en débarrasser comme ça. Oui, mais même dans le haut, il y a du velouté dessus sur des jeunes pousses toutes vertes. J'ai lavé feuille par feuille, mais ça n'a pas été efficace. Alors, maintenant, est-ce que ça ne reçoit pas l'eau de pluie? Est-ce que ce serait un défaut? Oui, parce que l'eau de pluie a pour avantage de nettoyer le feuillage naturellement, de maintenir une certaine humidité. Je voudrais revenir juste sur vous évoquez une petite poudre blanche, c'est ça? Parce que des taches de calcaire sous les feuilles. Alors attention, il y a deux choses sur le fusain. Il peut y avoir des parasites, effectivement de la cochenille du puceron, qui sécrète un miella un peu noirâtre. Et après, il peut y avoir de l'odium, c'est-à-dire humidité-chaleur. C'est une maladie qui se développe sur le feuillage. Et qui fait des taches blanches, des petites taches blanches. Donc j'ai l'impression que vous avez les deux. Vous devez avoir les deux, cochenille et odium. C'est aussi une maladie qui s'attaque assez facilement au fusain. Et dans ce cas, il faut traiter avec un fongicide. Donc l'insecticide pour traiter contre les parasites et le fongicide à base de soufre ou de cuivre pour lutter contre la maladie. C'est assez logique parce qu'en fait la cochenille affaiblit le fusain qui donc est plus sensible aux maladies. En général, c'est double peine. Voilà. Mais peut-être un petit peu d'engrais aussi pour donner de la vigueur à cet arbre qui est quand même très malmené. Une petite taille et un peu d'engrais pour qu'il lui-même fasse front. D'accord. Quel genre d'engrais? Pour arbustes d'ornement. Un engrais pour arbustes d'ornement en granulé, c'est facile à répandre si vous avez un balcon et des bacs, c'est plus propre que du compost ou que du fumier décomposé. Ce sera parfait. Je vous remercie infiniment. Merci pour votre appel, Gisèle. Au revoir. Au revoir. Allez, nous sommes en direct et les experts Europe 1 vous aident à entretenir votre jardin ou vos jardinières. Juste après la pause, nous serons avec Véronique qui a un petit problème avec son prunier et ses feuilles ratatinées, nous dit-elle. C'est moche, quelle solution? Ne bougez pas, on revient. Les experts Europe 1. Comment sauver vos plantations de la noyade? Comment soigner leurs bobos de façon naturelle? Il est encore temps de poser vos questions au 3921, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Elena Morna et les experts Europe 1, Pierre Nesman et Caroline Génaud, vous conseillent jusqu'à 15h30 et nous sommes avec Véronique, Elena. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Elena, bonjour les experts. Bonjour Alors, Véronique. que se passe-t-il avec ce prunier aux feuilles toutes ratatinées? Eh bien, je ne sais pas ce qu'il a justement, c'est le problème. Les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes, donc à l'intérieur, je crois qu'il y a des pucerons, mais c'est envahi complètement. Alors, il y a quelques fruits, est-ce qu'il est encore temps de traiter? Parce que là, c'est pas trop la saison. Véronique, non, votre arbre est mort, je voulais vous le dire. Non, c'est pas vrai. C'est mort? C'est mort. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Vous avez déroulé les feuilles pour voir ce qu'il y avait dedans? Oui, on voit des petites choses noires. Non, c'est plutôt vert. Bon, c'est pas grave. J'ai même vu sur une feuille comme des petits œufs orange. Oula.
Ça, c'est peut-être autre chose. Oh là là, vous nous envoyez les photos parce que du orange. Oui, non, mais ça peut être des formes larvaires de pucerons qui sont un peu orangés. Il y en a plein des pucerons. Il y a du vert, du cendré, du noir. Enfin, il y en a beaucoup. Alors effectivement, pour qu'on vous explique comment ça fonctionne, le puceron va se mettre sous les feuilles, il va absorber le contenu des cellules qui constituent la feuille, et la feuille va se recroqueviller parce qu'évidemment, n'ayant plus de contenu, elle a plus de tenue, et donc ça se recroqueville. C'est pour ça qu'elle s'enroule sur elle-même. Ouais. Et alors, le fait de s'enrouler, ça crée un abri qui protège d'autant plus les pucerons qui vont alors pondre, se développer là-dedans. Et ça crée aussi pour le jardinier un gros problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à les atteindre à l'intérieur de ces feuilles enroulées. Donc il faut traiter avec un insecticide et puis essayer d'atteindre ces pucerons. Alors bien asperger sous les feuilles, bien pulvériser sous les feuilles jusqu'à ce que ça goûte sur le feuillage et sur l'arbre pour vraiment complètement asperger. Ou se dire que parce que l'arbre ne peut pas mourir, il peut être affaibli, mais en tout cas par rapport à la production de fruits de cette année, il n'y a aucune incidence. Les fruits vont se former et mûrir comme prévu, il n'y a pas de souci. Si vraiment ce ne sont que les jeunes pousses, parce que souvent les attaques commencent par les jeunes pousses, on peut, sans état d'âme, couper au sécateur. C'est ce que j'allais dire. Là, il a 9 ans, votre prunier. Hein. Oui, à peu près. Ouais. Si jamais on repère les petites bestioles, les parasites, les pucerons et tout ce qu'on veut sur, par exemple, une même branche, est-ce que la solution radicale, on coupe? Bon, en général, on n'aime pas couper sur les prunus, les cerisiers, les pruniers, parce que ça forme de la gommose, donc la sève forme de la gomme, et c'est pas très bon. On ne taille pas en formation classique comme des pommiers, des poiriers. On ne taille ni les pruniers ni les cerisiers. Mais là, c'est pour ça que j'insistais sur les jeunes pousses. Si vraiment les jeunes pousses se forment et s'enroulent, il ne faut pas hésiter à les couper. Et surtout pas les mettre dans le compost, ces poubelles directes. Non, c'est sûr. Mais là, il n'est pas trop tard parce que il y a de la floraison, c'est pas gênant pour. Là, on a dépassé le stade de floraison. Les petites prunes sont déjà formées. Mais à côté, si vous voulez, j'ai encore quelques pommiers qui sont en fin de floraison, par exemple. Mais bon, là, je peux localiser sur le prunier. Et il y a plusieurs sortes d'insecticides. Je crois qu'il y a le systémique et puis. Alors, effectivement, l'avantage du systémique, c'est un nom un peu compliqué, mais qui explique bien ce que ça veut dire. C'est un produit qui est absorbé par les feuilles, véhiculé par la sève, et on est sûr que le puceron, même caché, va absorber la matière active et va le tuer. Puisqu'il se nourrit de la sève. Mort cette fois, le puceron. On va enfin l'atteindre. Effectivement, les systémiques, parce que les insecticides dits de contact, qu'on évoquait tout à l'heure pour la fameuse petite pyrale, qu'on est la chenille, ces insecticides de contact, il faut qu'ils entrent en contact avec le puceron, mais comme le puceron, il est dans son cocon bien protégé, il n'est pas atteint. Alors, il y a une autre observation que vous pouvez faire, et je dirais dans le prolongement de ce que disait Caroline, ça peut être un stade, ça peut être pendant 15 jours, vous avez une attaque, les feuilles se recroquevillent, et puis vous allez voir que les feuilles qui vont pousser à partir de maintenant vont repousser normalement. Donc en fait, généralement, ça peut être juste un stade qui n'a aucune incidence sur le développement de l'arbre, et puis qui peut passer tout seul. Donc, observez bien avant de traiter. Eh bien, merci Véronique pour votre appel. Merci, c'est moi. Bon après-midi à Caen et sur Europe 1. Allez, nous sommes maintenant avec Rosette. Bonjour Rosette. Oui, bonjour Elena, bonjour les experts. Alors vous, c'est un petit souci avec votre clématite? Ah oui, écoutez, on a planté il y a à peu près 3 ans. La première année, nous avons eu quelques petites fleurs. Ensuite, l'année d'après, mais alors c'était que des fleurs. On l'a mis sous un balcon, à l'angle de la maison. Oui. La rambarde, le quart de la rambarde était avec des branchages et des fleurs, mais on ne voyait que ça. Et cette année, on a eu des fleurs, mais elles sont toutes rachitiques. Alors, je précise que vous habitez en Meurthe-et-Moselle, hein? Oui, oui. Ben voilà. Sont des petites fleurs simples ou plutôt des grandes fleurs? Des toutes petites fleurs roses simples. Mais l'an passé, c'était... Il n'y avait que les fleurs, on ne voyait plus les feuilles. Ça faisait l'envie de tous mes voisins. Oui, alors c'est la clématite montana. C'est une petite clématite à floraison printanière, rose, qui est très jolie. Et là, cette année, vous savez, on a quand même eu un hiver très long, très froid. Et probablement que certains rameaux ont dû souffrir du froid. Donc c'est un peu normal qu'elle ait moins fleuri que les autres années. Donc vous la laissez. Oui. Les branches, je trouve que depuis la racine jusqu'au bout des branches, je trouve que c'est sec. Mais elle a quand même malgré tout poussé. Donc, oui, donc ça veut dire que, vous savez, la clématite, à maturité, le bois peut effectivement s'exfolier, se détacher, l'écorce peut un peu se détacher, ça donne l'illusion qu'il est sec, mais en fait la tige, elle est verte. Et si vous voulez vérifier, vous allez tout simplement avec l'ongle ou un petit couteau regarder, couper un morceau d'écorce. Si le bois est bien vert, c'est qu'elle est en pleine forme. C'est simplement une question de maturité.
Voilà, Rosette, alors vous nous donnerez aussi des nouvelles parce que ça nous intéresse de savoir ce que sont devenus vos clématites. Alors j'ai juste une autre question. Alors là c'est un conseil et j'ai besoin d'avoir votre éclairage, les experts. C'est Suzy qui nous dit sur europe1.fr que pour sauver vos plantes vertes, eh bien il faut arroser la base avec de l'eau de vaisselle ou du pec citron. On peut aussi vaporiser, nous dit-elle, les feuilles. Mon ami fait ça aussi avec du savon noir. Adieu les insecticides 2 fois par semaine, miracle. Alors, j'ai un commentaire de Margot qui me dit « A-t-elle fumé la moquette ?» concernant le pec citron. Alors, on peut mettre... C'est Margot qui m'apporte les feuilles. Effectivement, du savon noir, qui est un produit qui va attaquer la carapace de certains parasites. En revanche, je suis pas sûr qu'on puisse aller jusqu'au pec citron pour passer. En quoi est-ce que le liquide vaisselle pourrait avoir un effet sur pas par arrosage, à mon sens, par contact. Par contact, oui. Parce qu'il a un effet sur les parasites dans la mesure où justement il enlève le côté imperméable de la carapace. C'est valable surtout pour les cochenilles, aussi pour les pucerons un petit peu. Là, oui, en pulvérisant, c'est une méthode de grand-mère, le savon noir, oui. Ou en nettoyant les feuilles au savon noir, ça marche. Arrosage avec du produit vaisselle. Je suis pas sûr, non. Moi, je ferais pas ça. Mais bon, voilà. Sauf si vous voulez faire le test sur une plante que vous n'aimez pas trop. Mais vous nous donnerez des nouvelles. Allez, on poursuit notre marathon fleuri avec de nombreuses questions qui nous arrivent au standard des experts Europe 1, 3921 ou europe1.fr. Après la musique, nous serons avec Sylvie et ses fourmis. À tout à l'heure. Tous les jours, 14h, 15h30. Les experts Europe 1. Elena Morna. Me too, Olivia, I've got you under my skin. Jeté dans la peau. Bon, comment entretenir son jardin de façon naturelle? Comment sauver nos plantations de la noyade après les fortes pluies? Qui n'ont pas dit leur dernier mot? Les réponses des experts Europe 1, Caroline Génaud et Pierre Nesman. Et nous sommes au téléphone avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Elena, bonjour les experts. Bonjour Sylvie. Alors vous, votre jardin est envahi de fourmis noires? Absolument, j'ai planté des pieds de courgettes et des petits pieds de potimarron, et ils sont mangés par les fourmis noires, mes feuilles. Mes potimarrons ont à peu près 6 ou 7 feuilles déjà, et elles sont mangées, je vois passer des fourmis dessus. Voilà, alors je voudrais savoir, alors j'ai mis un peu de poudre autour, mais est-ce que c'est la bonne... La poudre de perlimpinpin? Quel type de poudre vous avez mis? La poudre anti-fourmis, d'accord, que je mets également sur mes escaliers, parce que les fourmis montent aussi des escaliers, si vous voulez. Mais Sylvie, est-ce que vous êtes persuadée que ce sont les fourmis qui mangent les feuilles? Ah oui, parce qu'il n'y a rien sur la feuille, il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de petites larves, il n'y a pas de... Et alors c'est grignoté comment? Parce que sur une feuille de... Ça fait des petits trous dans la feuille. Oui, c'est curieux parce que alors c'est une année à fourmis. Déjà ça, on est sûr. C'est une année à fourmis sur le continent. Je vois que Sylvie habite sur des îles des Glénans, dans le Finistère. Ouais. Ah. Est-ce que le bonheur total? Oui, c'est le bonheur là. Mais sur le continent aussi, oui, c'est une année à fourmis. C'est terrible, il y en a absolument partout. Maintenant que les fourmis, alors qu'elles mangent des débris végétaux, elles transportent des débris végétaux. Maintenant des végétaux frais. Moi, je me demande s'il n'y a pas autre chose et que vous ne verriez pas, qui pourrait peut-être intervenir la nuit ou quand il fait nuit, parce que c'est quand même très curieux que la fourmi s'attaque à du feuillage vert. En général, c'est plutôt des débris végétaux. Surtout sur une courgette, où ce sont des feuillages un peu ingrats avec des piquants. Des rugueux. Non, moi je suis pas du tout sur l'hypothèse de la fourmi qui mange vos plants. Alors qu'est-ce que je pourrais faire là? Alors pour les fourmis, déjà, faut lutter avec un anti-fourmi. Il y a des anti-fourmis qui sont acceptés par l'agriculture biologique, d'origine naturelle. On s'en débarrasse assez bien. C'était un peu plus long que les produits traditionnels, mais ça fonctionne. Et après, il faudrait quand même essayer de déterminer ce que c'est. Est-ce que ça serait pas des petites limaces ou des choses comme ça qui viendraient la nuit discrètement? Non, parce que j'ai mis de l'anti-limace. Les limaces, vous voyez très bien le chemin qu'elles parcourent. Il y a de la bave. Oui, il y a de la bave un peu brillante. Ça vous le voyez. Or, il n'y a pas de bave sur mes feuilles. Et est-ce que vous considérez que ces petits dégâts sont nuisibles pour l'ensemble de la plante? Parce que ce sont quand même des plantes très vigoureuses au potager. Est-ce que cela risque de ralentir leur croissance? Elles sont petites encore. Enfin, elles sont donc encore un peu fragiles. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à cerner le... On a du mal à cerner ce que ça peut être. Non, mais moi, je me dis, c'est pour ça que je ne voulais pas éviter de répondre. On se pose des questions, mais de se dire, ce sont des plantes très vigoureuses qui vont peut-être pouvoir suffisamment se débrouiller toutes seules,
sans qu'on ait à intervenir. Alors laissez voir, et puis nous, de toute façon, d'ici un mois, vous savez, on a régulièrement rendez-vous avec nos experts jardiniers, les experts Europe 1, et dans ce cas-là, vous nous rappellerez, ou nous, on vous rappellera pour savoir ce qu'il en est. D'accord, Sylvie? D'accord, avec plaisir. Rendez-vous est pris. Et merci pour vos émissions. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Et nous sommes maintenant avec Franck. Bonjour Franck. Oui, bonjour Elena, bonjour les experts. Alors il nous reste très peu de temps, je vais lire au début votre témoignage. C'est donc vous devenez là bientôt propriétaire et vous souhaitez donc prendre un maximum de plants de votre ancien potager dans le jardin de votre nouvelle maison, c'est cela? Ce sera en septembre. Qu'est-ce que vous pouvez emporter? Qu'avez-vous déjà? Alors voilà, c'est des petites plantations que j'ai faites moi de romarin, de thym, il y a du laurier sauce, il y a des rosiers que j'ai fait des boutures l'année dernière parce qu'il y a des magnifiques rosiers, donc on avait fait des petites boutures et donc il y en a certaines comprises et que j'ai replantées. Donc voilà, c'est ce genre de plantes que j'aimerais emporter et peut-être même mes petits fraisiers que j'ai planté aussi, que j'aimerais peut-être reprendre. Donc voilà, est-ce qu'on peut les mettre dans les pots, les rempoter Alors, à septembre? Tout ce qui est effectivement fraisier, les plants un peu petits, thym, ces choses-là, vous pouvez effectivement au mois de septembre les arracher, les mettre dans des pots et les transplanter dans votre jardin. Pour les rosiers, c'est un peu plus délicat, mais ce que vous pourriez faire, c'est les sevrer, c'est-à-dire avec une bêche, couper les racines autour du plant de manière à l'inciter à fabriquer, à produire des radicelles, des petites racines qui lui permettront de reprendre au mois de septembre quand vous les arracherez. Mais c'est jouable. D'accord. Voilà. C'est jouable. D'accord. Oui. Bon, merci Franck. Merci pour votre appel et bon emménagement. Bon déménagement et bon emménagement. Oui, bien sûr. Merci. Allez, une question de Jean-François une question Facebook, celle de Noël qui a planté une glycine il y a 3 ans. Elle est magnifique, nous dit-elle, mais malgré un apport de potage, je n'ai jamais vu de fleurs. Que faire? Alors elle doit être trop jeune encore pour fleurir. Ah oui, elle a que 3 ans, d'accord. Mais voilà, on se dit 5 ans minimum pour la glycine. 5 ans minimum, oui, c'est toujours le même problème, la glycine. Celles qui sont bouturées mettent 5, 6, 7 ans avant de fleurir et celles qui sont greffées, qui sont plus chères à l'achat, mettent 2 ou 3 ans avant de fleurir. Sur Facebook, toujours Marie-France qui vous conseille les bons gros kakis, nous dit-elle. Donc ça vient du plaque minier, ce sont donc des fruits. Les plaques miniers de Sardaigne qui paraît-il est très résistant, donc pour ceux qui débutent, ça a l'air très facile. Et c'est un très bel arbre, attention. Et c'est un très bel arbre. Pour les petits jardins, c'est quand même un arbre qui prend une belle ampleur. Allez, rapidement, Jean-François qui a des mûriers platanes, un est malade, des feuilles vertes mais recroquevillées. Il y a pourtant des fruits et des bourgeons. Est-ce que ce sont les mêmes maladies, les mêmes parasites dont on parlait tout à l'heure? Oui, c'est ça, probablement du puceron. Bon, alors il faut traiter façon puceron. On se réécoute sur podcast pour savoir tout ce qu'il faut faire. Merci beaucoup les experts. On aura bien compris bien que la pluie c'est parfois bon, pénible souvent, mais que c'est une promesse de gourmandise pour cet été, des fruits au goût généreux. On aura bien compris aussi que si on aime les grosses boules, eh bien on s'offre des hortensias et qu'on se calme sur la taille des fruitiers. Alors on a envie de croire à tout ça, et pour ceux qui doutent, eh bien je leur recommande vos conseils dans les pages de Mon Jardin et Ma Maison ou dans l'un de vos ouvrages, Pierre Nesman, L'Art du Petit Jardin par exemple chez Flammarion, ou Mon Jardin Zen paru lui chez La Martinière. Et vous Elena, on vous retrouve demain avec d'autres experts pour parler du droit du travail. Nul n'est censé ignorer la loi, vous le savez Olivia. Eh bien soit, nous allons apprendre à nous servir de la loi pour faire aboutir un projet ou pour régler un conflit professionnel. Comment lire entre les lignes des codes du travail ou d'un contrat professionnel? Les réponses demain 14h avec les experts Europe 1. Vous avez un litige à régler? Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter sur europe1.fr. Pas de litige en ce qui vous concerne, mais vous serez quand même là, Olivia? Bien sûr, je serai là. Tout de suite, on garde le moral au beau fixe avec Laurent Ruquier. C'est l'heure d'On va se gêner sur Europe 1.